bienvenue à vous tous. Vous êtes dans votre émission Ensemble c'est mieux. Et ensemble c'est mieux pour protéger l'environnement. Ce n'est pas Virginie Jourdan qui va nous le dire le contraire. Virginie, bonjour. Bonjour Laurence. Alors vous nous parlez de quoi ce matin ? Alors ce matin, je vais parler d'une enquête qui a été réalisée par une journaliste dans le magazine Sans Transition et qui parle de bioplastique. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière le bioplastique ? Est-ce qu'il est si fantastique ? C'est pas si sûr, enfin peut-être. On verra en tout cas, c'est peut-être le cas. Agathe, le bio, ça vous parle également parce que vous aimez cuisiner les produits bio. Vous nous proposerez des menus pour la semaine prochaine ? Oui, des menus de saison. De saison, ça tombe bien puisque nous allons parler ce matin des légumes d'antan, topinambour, panais, rutabaga. Nous aurons des spécialistes en plateau. Ils vous donneront le goût de ces légumes dits d'autrefois, mais qui reviennent évidemment sur nos étals et dans nos cuisines. Et puis Billy nous emmènera à la découverte d'une association bretonne. Elle s'appelle la Jopitre et vous verrez, nous serons très joueurs ce matin. Ça, c'était pour le menu du jour. Bienvenue à vous tous en plateau. Quel beau plateau. Ça sent bon déjà, ça sent les légumes, ça sent très très bon. Ça va bien ma chère Catherine ? Oh oui Laurence, et vous ? Ça va ? Impeccable, en pleine forme. Bon, les légumes oubliés alors, c'est ça, hein, c'est ça. Les légumes oubliés. Alors moi je me suis posé la question, alors oubliés, Pas oublié, peut-être pas pour tout le monde, et loin de là non, d'ailleurs. qui sont sur le point d'être remises au goût du jour. Mais s'ils ont été oubliés, il y a peut-être différentes raisons, des raisons subjectives. Par exemple, ils étaient associés à un événement un peu douloureux. J'en veux pour preuve, on mangeait que ça pendant la guerre. Ah non. Donc on a le droit d'avoir perdu un peu le goût de cet aliment, mais de le retrouver peut-être quelques années plus tard. Pour des raisons objectives également, peut-être des légumes un peu trop difficiles à prononcer, on le verra tout à l'heure, ou à digérer. Mais nos invités, bien sûr, vont nous donner des remèdes et puis casser un peu certaines idées conçues. Et puis, ça a été les bonnes résolutions dernièrement. Il y a peut-être, vous êtes peut-être comme moi, vous êtes dit « Ah, je vais manger mieux, sainement, je vais profiter, santé, bonheur. » 5 fruits et légumes par jour, obligé. Voilà, donc vous avez acheté quelques carottes et poireaux entre 2 tablettes de chocolat. Et ces légumes oubliés-là, ce sont ceux qui traînent dans le fond de votre frigo et qui sont en train de moisir. Donc, il faut s'en souvenir et puis il faut les aimer, les chérir et les cuisiner si possible, parce qu'il ne suffit pas de les acheter, bien sûr. Il ne faut pas les oublier dans le frigo non plus. Surtout quand on les a déjà chez soi, c'est un peu ballot. Hein. Et puis il y a d'autres légumes qu'on a le droit d'oublier, et d'ailleurs il est même plutôt recommandé de les oublier. Ce sont par exemple aujourd'hui les aubergines, les concombres, les tomates, alors légumes, pas légumes, on va pas faire le débat, mais les artichauts. Voilà, c'est des légumes que vous avez le droit d'oublier pendant 6 mois, et on les retrouvera cet été avec plaisir, et on pourra les redécouvrir. Voilà, pour les légumes oubliés, et puis on va pouvoir déguster après. On va voir ça. Oui. On va pas les oublier. On va découvrir tout ça. Allez, on commence par une petite introduction en images sur ces légumes anciens. Faudrait que je mange plus de légumes, mais en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Essaye les légumes d'autrefois. C'est de saison et ça change. Longtemps oubliés parce qu'ils rappelaient aux Français la nourriture des 2 guerres mondiales, quand les récoltes de pommes de terre étaient réquisitionnées, aujourd'hui les topinambours, panais, crônes et autres rutabagas sont super tendance. Ne vous fiez pas à leur aspect rustique et a priori pas facile à éplucher, ils réservent des saveurs et des textures originales. Comme ce sont souvent des légumes racines, ils sont plus résistants au gel et aux insectes. Une fois cueillis, ils se conservent longtemps sans dégradation de leurs propriétés nutritives. Une bonne nouvelle, car les légumes anciens sont bourrés de fibres, de vitamines et de sels minéraux. On peut les préparer en salade, émincer ou râper, le panais, le crône et le navet sont délicieux crus. Le topinambour et le rutabaga aussi, mais ils se digèrent mieux préalablement cuits. On peut les cuire à l'eau, à la vapeur, les poêler dans du beurre, les faire en gratin, en potage, en purée, mijoter en ragoût. Bref, tout est jouable. Ils accompagnent ainsi viandes et poissons et se marient particulièrement bien avec les pommes de terre, les courges, le potiron ou les champignons. À table. À table, nous on ne demande pas mieux et on est bien placé pour ça ce matin. Bienvenue Stéphane Gallon, bienvenue à vous. Vous êtes maître restaurateur, chef du Galonard Braise, un restaurant à Fougères. Puis vous êtes membre du Collège culinaire de France. Et puis en face de vous, nous avons la grande chance d'avoir également Annie Bertin avec nous. Bonjour Annie, vous êtes agricultrice à Vendel, à 16 km de Fougères. Oui. Vous êtes un peu la maîtresse des légumes anciens dans notre département, en tout cas c'est certain. On parle beaucoup de vous, voilà, vous avez une façon... Il y a d'autres producteurs qui travaillent bien aussi, hein, heureusement. Il y en a d'autres, mais vous êtes pas mal dans votre domaine. Allez, on va justement voir un petit peu
vers quoi aller quand on parle de légumes anciens? Parce qu'on dit que c'est tendance, et ça vous agace. Vraiment, Stéphane Gallon. Le côté tendance. Le mot tendance, en général, m'agace en cuisine. Parce qu'on ne réinvente rien. On ne fait que reprendre, retrouver, justement, les légumes oubliés. Moi, je parlerais plutôt des légumes qu'on a retrouvés il y a une vingtaine d'années, qui n'ont jamais cessé d'être produits, mais qui, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, étaient un peu mis à l'écart pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Parce que, effectivement, un plat de topinambour ou une purée de rutabaga toute seule, ça n'a jamais fait frémir personne. Alors que, quand on propose de la diversité, comme le font des producteurs comme Annie et comme d'autres d'ailleurs, on a la possibilité de mélanger et d'accorder tout ça. Alors notre travail, depuis quelques années, ça a été justement de trouver les bons accords, les bonnes combinaisons pour pouvoir marier ces légumes et faire qu'ils soient effectivement bons, agréables, jolis à regarder et jolis et appétissants. Ouais. Et surtout, comme vous disiez tout à l'heure aussi, il y en a quelques-uns qui ont des inconvénients sur la digestion. Mais tout ça, ça se règle. Hein. Donc vous dites fuir l'uniformité. D'ailleurs, la devise de votre maison va en ce sens. L'ennui naquit un jour de l'uniformité. Aussi bien dans l'assiette que dans l'accueil et dans la diversité de choix des produits et des producteurs. Alors, on n'en a pas 50 000 des producteurs. Vous travaillez beaucoup ensemble, hein, tous les deux. On travaille ensemble depuis 20 ans. C'est vraiment un binôme depuis 20 ans. Oui, ça fait 20 ans, ça fait un peu plus de 20 ans même. 20 ans, elle n'était pas encore en agriculture biologique quand on s'est connus. C'est vrai, ouais. On a vécu la conversion ensemble. Ouais. Et Annie, vous avez 3 hectares de production maraîchère. Vous cultivez combien de variétés de légumes différents? Je ne sais même pas exactement. J'ai sûrement plus de 150 références dans l'ordinateur. Oui. Entre les herbes, les légumes, les variétés de légumes, les petits, les gros, les mauvaises herbes, enfin qui se mangent. Comestibles donc. Il y a tellement de choses qu'on peut manger. Et encore, je ne fais pas tous les légumes. Hein. Il y en a plein que je ne fais pas. Hein. Alors on va regarder, parce que vous êtes venu justement avec un petit échantillon. Vous avez un panier avec quelques légumes, une cagette. Vous pouvez nous en montrer quelques-uns. Faites-nous des tests, Pierre. Allez, mettez-nous à l'épreuve, on va voir ça. Allez, attends, un simple. Allez, un simple. Ça. Bon, ça, un chou. Des choux mais c'est un chou, enfin, il a une petite particularité, c'est un chou qui est originaire de Finistère, de Ploujean, et qui a été remis par un producteur là-bas qui m'a fourni des graines en 2019, là. Et je le semais, alors il est petit, mais il pousse, il faut le planter moins serré que du pontoise, par exemple. Et donc c'est pour ça qu'il est un peu petit. C'est une variété ancienne, mais que vous avez cherché à préserver. Absolument. Oui, et en même temps, donc c'est libre de droit, reproductible et reproduit par les paysans et les jardiniers, s'ils veulent aussi. N'importe qui peut faire ça, il suffit de le laisser monter et faire une fleur, avec quelques précautions, et on pourra refaire le même chou. On peut continuer avec quelques légumes. Citez-nous-en quelques-uns, qu'on puisse voir un petit peu tout ça. On a laissé ici les salsifis et les scorsonnaires. Voilà, scorsonnaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, scorsonnaire? On ne connaît pas forcément. Scorsonnaire, quand il est épluché, quand on l'a en boîte ou en surgelé, on l'appelle salsifis. Et ça, c'est le vrai salsifis. En plus, il ne faut même pas les mêmes fleurs. Et sur le goût, il y a une petite différence aussi. C'est pas exactement pareil. C'est un gros salsifis un peu noir. C'est ça, quand ils ne sont pas épluchés. Donc pas un radis noir, quoi. C'est pas un il a une chair blanche aussi, ou il a une chair la chair est blanche aussi. Là, elle est un peu oxydée parce qu'elle a été coupée. Là, mais, Alors, l'hélianthis également, vous nous en avez amené. Montrez-nous un petit peu ce que c'est, parce que ce sont des noms qu'on ne connaît pas forcément très bien. Et je vais prendre... Alors, ça, c'est hélianthis. L'hélianthis, montrez-nous bien, voilà. L'hélianthis à chair assez tendre. Et par rapport au topinambour que j'ai dans mon autre main, je trouve que c'est plus facile pour faire la purée. Quand on cuit, ça éclate, surtout du côté du germe, là. C'est très tendre et ça éclate bien. Et le goût, c'est pareil, c'est pas tout à fait le même goût non plus. C'est le cousin du topinambour, on va dire. Oui, plus délicat. L'héliantis est beaucoup plus... Moi, je travaille plus de topinambour, je travaille de l'héliantis. Et c'est beaucoup plus délicat. C'est un goût d'artichaut très, très léger. D'ailleurs, la traduction anglaise, c'est l'artichaut de Jérusalem, Jérusalem artichokes. Et c'est beaucoup plus... C'est moins fort, moins prononcé, donc ça se marie mieux. Si vous mettez un coulis de topinambour ou des topinambours dans une poêlée de légumes, vous n'allez sentir pratiquement que ça. Les lentilles, vous allez le sentir quand vous allez croquer dessus. D'accord. Ouais.
Et alors, vous êtes venue, Annie, également avec un poireau, mais un peu particulier. Alors, montrez-nous également ça. Hop, ça. Pas un poireau tout à fait classique. Qu'a-t-il de particulier? Comment s'appelle-t-il d'abord? C'est du poireau jaune du Poitou. Il n'est pas trop breton, mais bon. C'est une vieille variété de poireau. Ouais. Et jaune, elle a les feuilles pâles comme ça. C'est pas parce qu'il est passé ou qu'il est vieux, faut pas croire. Non, c'est un poireau très tendre. Et il est tellement tendre que j'en ai laissé avec des petites nervures, là. On va atterrir sur le plastique en même temps. Et qui se fait plus facilement attaquer par les vers. Là. Puis, depuis 3 ans environ, maintenant, il y a une autre sorte de mouche qui atterrit de je ne sais pas où et qui nous fait des vers dans le poireau. Et les poireaux tendres, comme ça, ils sont plus facilement attaqués. Et sinon, si on ne veut pas avoir les mouches qui viennent pondre faire des vers, il faut encore mettre du plastique sur le poireau. Donc, pour le moment, je ne me suis pas encore décidée à mettre du plastique sur le poireau. Et j'ai mis Semences Paysannes parce que c'est le logo de l'association dont je fais partie. Alors justement, on va en parler parce qu'on va parler de ces fameuses graines. Ce poireau jaune du Poitou, d'ailleurs, c'est vous qui avez demandé à Annie de le remettre en culture. Il y a quelques années, parce que ça, histoire, ça fait partie des souvenirs. Vous savez, on a tous nos petites madeleines. Et ce poireau-là, moi, c'est ma madeleine. Mon grand-père cultivait, mon grand-père maternel avait été un jardinier hors pair et cultivait ces poireaux-là pour la famille. Et ça devient, mais très, très gros. Là, il est taille bébé. Ça devient... on atteint les 10 cm, de diamètre quand on les laisse vraiment pousser. Et ce qui fait qu'il nous les... Vous pouvez faire, c'est le poireau idéal pour faire des gratins, parce que vous avez juste à couper des tranches. Vous retrouvez avec des très beaux ronds de poireaux. Et là-dessus, vous avez un repas pour 3 jours, parce qu'avec le haut des feuilles, vous allez les mélanger avec des pommes de terre, vous allez faire un velouté. Avec la partie un peu plus verte, on va faire un petit poireau vinaigrette. Et puis avec le blanc, vous allez les couper juste, mais vraiment, en plus, ça cuit très très vite. Et la chair est vraiment jaune. Une fois qu'elle est cuite, elle est vraiment, quand ils sont très gros, elle est vraiment jaune comme du beurre. Donc forcément, ça fait un poireau appétissant. Et mon grand-père avait le talent de nous faire manger du poireau quand on était gamin, en nous faisant manger ces poireaux-là. Fini les vieux souvenirs de poireaux sans aucun goût. Et en plus, on s'entraide bien parce que, comme je fais aussi une autre variété de poireaux chez moi, pour faire les graines, je les ai plantés chez lui. Comme ça, ils ne sont pas côte à côte et ça ne fait pas de croisement. Je prends des poireaux en pension tout l'été pour faire des graines. Ça va, ils ne sont pas trop compliqués. Non, ça va. Alors, je me fais engueuler des fois quand elle passe dans le jardin, une fois dans l'été. On dit, ouais, mais c'est quoi la variété de poireaux à côté? Et non, il ne faut pas faire ça. Alors, je suis prié d'enlever mes propres poireaux pour laisser ceux de madame. D'accord. Très bien. Alors Annie, justement, vous parliez des semences paysannes. Vous faites partie d'une association qui est basée à Plouescat dans le Finistère. Elle s'appelle Kaol Cause. Oui, c'est ça. Que faites-vous dans cette association, justement? Je suis administratrice de l'association. Et après, quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'encourager les gens à faire des graines, à faire leurs graines. En opposition à ceux qui nous proposent des graines plutôt qui sont hybrides, c'est-à-dire qui sont trop sélectionnées, qui sont croisées, qu'on ne peut pas forcément reproduire, et qui font même des choux qui vont même pas produire de graines. Ils nous vendent des graines qui sont stériles après. Donc là, c'est le retour aux semences anciennes et puis surtout la préservation et la transmission de ces variétés. Oui, l'autonomie des gens, plein de choses. Et ça, pour moi, c'est passionnant de vivre ça. Et en même temps, c'est le paysan qui sélectionne un peu ses légumes. Il peut orienter le légume petit à petit, d'année en année. On fait notre sélection. Parce que en fait, sur l'association Kaol Cause, vous avez aussi des collègues qui finalement créent de nouveaux légumes. On n'est pas forcément que sur de l'ancien. Il peut y avoir une variété de tomates là avec Kaol Cause. Ce qui va être génial, c'est que les semences circulent et elles sont libres et on peut les prendre chez soi et les reproduire. Il y a une vraie transmission, un vrai partage. On les fait vivre. Et évoluer. Elles évoluent avec le climat, par exemple, avec plein de choses. Ça évolue. C'est pas figé. Oh, c'est tout sauf figé. Et alors, vous n'êtes pas les seuls à vous passionner justement pour ces graines et la transmission. On va découvrir, je vous propose de découvrir d'abord ce reportage. C'est une initiative très enrichissante pour les particuliers qui jardinent. Ça se passe à Saint-Jacques-de-Lalande en Ille-et-Vilaine, où il y a une grainothèque en libre service. Elle a vu le jour, chacun peut s'y procurer ou bien déposer des graines pour ensemencer son jardin. Je vous propose ce reportage de Chloé Borgnon et Louise Cognard. Sur le bord de la route, une ancienne armoire électrique devant laquelle passent les coureurs. Le midi, je viens souvent me balader ou faire des joggings et du coup, j'ai découvert, ça a attiré l'œil en fait, l'armoire et donc par curiosité, j'ai regardé dedans. Une curiosité vite récompensée. Lorsque l'on ouvre les portes, les graines s'alignent sur les étagères, déposées là par des jardiniers locaux pour faire vivre des espèces parfois oubliées. Potimarron, blettes,
chacun peut se servir librement. Normalement, c'est un petit peu la culture des jardiniers, de partager leurs graines et puis en récupérer d'autres et pouvoir planter dans les jardins partagés, dans les jardins personnels. En une semaine, la Grainothèque a déjà séduit les jardiniers voisins, comme Michel, qui réfléchit aux graines qu'elle pourrait apporter. De l'angélique, parce que j'en ai une qui est en fleurs en ce moment et qui a beaucoup de graines. Donc plutôt que de se reproduire dans mon jardin, je pourrais les amener pour d'autres personnes. Dans son jardin, légumes et fleurs se côtoient. Une longue liste de plantes qu'elle enrichit encore. Il y a de la courge spaghetti, du potimarron, du potiron et j'en ai même repris ce matin pour faire de la butternut. Pour faire fonctionner la Grainothèque, 12 collectifs et associations des environs de Saint-Jacques-de-la-Lande se sont réunis. On avait tous envie de se dire qu'on servait un petit peu à quelque chose, que ce qu'on faisait chez nous, c'était bien, mais que si on pouvait aider à d'autres à le faire, c'était encore mieux. Maintenant que l'idée est plantée, ces collectifs espèrent voir germer d'autres Grainothèques en libre service. Voilà une chouette initiative, vous voyez, ça pousse partout. Il faut échanger, c'est de l'échange, et là il n'est pas question, dans l'échange de graines, il n'est même pas question de relation d'argent, de quoi que ce soit. C'est vraiment faire vivre ces semences-là, et puis comme disait Annie, les voir s'adapter à nos terrains, à nos terroirs. Évidemment, c'est pas le même. Moi, mon jardin est dans un autre restaurant au Châtelier, au Parc Botanique. On est à pratiquement 30 km d'écart et on n'a pas la même terre, on n'a pas le même climat. Et rien que ça influence la pousse et le mûrissement des légumes. Diversité, toujours, maître mot. Oui. Stéphane Gallon, il vous passe entre les mains entre 6 et 8 tonnes de légumes par an. À peu près. À peu près. À peu Comment près. vous faites pour les mettre en valeur, les réhabiliter, pour qu'ils plaisent dans la cuisine le plus simplement possible. Dans la cuisine contemporaine. Le plus simplement possible pour que le client retrouve le goût de chaque élément. Sur une jardinière de légumes, par exemple, qu'on sert abondamment, on met, par exemple, là vous aviez des carottes, les carottes jaunes, mais il y a de la blanche, il y a de la rouge, il y a de la classique orange qu'on connaît tous. Et le but, c'est de mélanger justement ces trois variétés de carottes qui vont avoir des textures, des goûts, des parfums différents. Et le secret que je livre à tous mes clients quand je sors le soir dans la salle faire un petit tour, tout le monde me demande mais comment vous faites pour qu'on trouve le goût de la carotte, le goût du topinambour, etc., ou de l'éliantie particulier. C'est très simple et vous pouvez faire ça à la maison. Alors, petite astuce. Ça se prépare un petit peu à l'avance. Il faut, donc moi je travaille vraiment de façon très classique. Les légumes, je les cuis à l'eau bouillante salée, juste légèrement parfumés, et on les cuit successivement. C'est-à-dire qu'on va commencer par les légumes blancs, les navets, les céleri raves, etc. Mais tout va cuire dans la même eau, c'est-à-dire qu'on met un grand volume d'eau, et on va comme ça constituer au fil des cuissons un bouillon de légumes. On garde le même bouillon, on va cuire dans la même eau tous les légumes, mais séparément les uns après les autres. Donc, d'abord les légumes blancs. D'abord les légumes blancs, et puis on va vers les plus foncés. Et on termine avec les légumes verts qui risquent aussi, eux, de colorer l'eau. Donc vos légumes blancs vont rester bien blancs. Évidemment que si vous mélangez de la carotte pourpre avec de la jaune et puis du céleri et du navet, tout va devenir rose. Vous ne retrouvez plus rien. Il n'y a plus aucun intérêt et vous avez un grand mélange de goût. Alors que là, l'eau de cuisson va se charger tranquillement d'éléments savoriques qui vont reparfumer les légumes successivement les uns après les autres. Et ensuite, le bouillon, évidemment. Et surtout, on garde le bouillon parce que le bouillon, il va servir à arroser un fond, à arroser des arêtes de poisson pour faire un fumet. Vous avez déjà votre bouillon de légumes. C'est pas la peine de rajouter des légumes puisque vous l'avez déjà. Et ça me sert, moi j'ai toujours sur mon piano, pendant le service, on a nos 3 litres, 4 litres de bouillon de légumes tous les jours, tous les soirs. Et ça sert à arroser, à déglacer une poêle, voilà. Et donc ces légumes, une fois qu'ils sont cuits, on les rafraîchit. Là, on peut les mélanger parce qu'il n'y a plus d'échange de goût possible. Et puis, au moment du service, ou quand vous passez à table, juste une petite noix de beurre ou un peu du beurre. Excusez-moi. J'attendais que le beurre arrive. Une petite noix de beurre, un peu de bouillon, et puis vous repassez vos légumes, vous les remettez en température. Et c'est un délice. Voilà. Vous êtes venu avec un plat que vous nous avez préparé. Expliquez-nous ce que c'est, Stéphane. Alors, ça c'est typiquement la recette mixte qu'on peut faire pour améliorer, on a tous eu le droit dans notre enfance et même un peu plus tard, à la salade de betterave avec 4 brins de persil, un peu d'échalote, rouge,
forcément rouge, alors que dans les variétés de betteraves, il y a de la jaune, de la rose, chioggia. Là, on aperçoit juste ici un petit mélange blanc-rose. Ça, c'est la betterave chioggia, qui est juste marbrée à l'intérieur. Annie cultive combien de variétés différentes de betteraves? Ah oui, 5 types de betteraves, on va dire. Voilà, 5 types de betteraves. Quand vous achetez les 5, vous avez un panel de couleurs variés, différents, et forcément agréables à voir quand c'est rendu dans une assiette. Alors là, l'hiver, on fait de façon à avoir une belle entrée végétale. Là, on est même en vegan, puisqu'on a juste la texture autour, c'est un velouté de courge. Donc peu importe la courge, moi je pense qu'elle m'offre tous les jeudis. Ça peut être du butternut, courge muscade, etc. Peu importe, on fait un velouté, on fait une soupe très épaisse qu'on va venir juste gélifier avec un peu de pectine, donc un gélifiant végétal. Et puis à part, ça peut être de l'agar-agar. On vient cuire nos betteraves tout simplement à l'eau bouillante salée aussi. Là, on peut les cuire tout ensemble parce qu'on les cuit avec la peau. Et puis ensuite, on épluche, on mélange tout ça, et puis ça donne juste une terrine de betterave aux courges. Et ça, vous vous servez avec une petite vinaigrette, une salade, ou encore quelques petites feuilles d'épinards crus, juste assaisonnées, et vous avez une très très belle entrée. Ben voilà, vous voyez comme quoi les légumes anciens, ça fait rêver. Bah oui, parce que et là, ça coupé en petits morceaux, vous accompagnez aussi des petites charcuteries, au lieu de mettre des cornichons, des choses comme ça. Et vous allez avoir un petit côté sucré, un peu velouté, et ça fait une jolie entrée. Vous nous avez fait rêver tous les deux, vous avez l'eau à la bouche. Et ça tombe bien, parce qu'on va continuer tout au long de cette émission à parler des bons produits, des légumes anciens. Voilà. Alors pour l'instant, je vous propose d'aller jouer. Bah oui, nous on est joueurs dans cette émission, hein Catherine? On aime bien jouer, ça tombe bien, car Billy justement est allé à Monterfil. Il a rencontré Dominique Ferré, qui est le président de l'association La Jopitre, qui cherche à faire renaître d'anciens jeux traditionnels bretons. On le retrouve tout de suite. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors nous sommes venus te voir aujourd'hui, on est à Monterfil. Tout à fait. Parce que tu as créé, toi et sûrement des amis, une association. Alors parle-nous un petit peu de ton association. Alors l'association, c'est l'association La Jopitre, qui effectivement a été créée pas que par moi, par tout un groupe de personnes bénévoles. Toi tu es le président, c'est ça? Tu es le président de l'association? Moi, je suis le président de l'association, tout à fait. Ça marche. Et d'une association qui remonte à très loin, puisque en fait, elle est née avec la Galésie en fête, qui est le grand festival annuel. Ici dans 43 ans, tout à fait, 43 éditions, qui a lieu donc sur Monterfil, autour de la culture galaise. Ça marche. Donc vous avez créé l'association. Voilà. Et une association tournée autour du jeu. Cette association, elle est spécialiste du jeu traditionnel et du sport traditionnel breton. Ça marche. Donc Brezaïtao, le jeu breton. Alors, quelle idée? Pourquoi et d'où c'est venu cette idée de créer cette association de jeux? Pourquoi les jeux? Oui, pourquoi pas. Non, c'est surtout parce que finalement, en commençant à s'intéresser à ça, autour toujours de cette fête de la musique galaise, je répète parce que c'est vraiment le cœur de la création de l'association, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai patrimoine et une vraie richesse patrimoniale de jeux et sports bretons traditionnels qui étaient finalement très peu mis en valeur. Il y avait déjà quelques activités, bien sûr, autour de la boule bretonne, autour de quelques jeux de quilles ou de palais. Palais d'Ille-et-Vilaine, palais sur planche d'Ille-et-Vilaine, qui lui est bien connu, et qui fait partie de ce patrimoine. Mais au-delà de ça, il y avait un énorme capital de jeux tout à fait... Ici, il y a combien de jeux là? Parce qu'un énorme capital, il y en a beaucoup là. Alors ici, on est à près d'une 60aine de jeux. D'accord. Mais ça évolue tout le temps parce que... Vous en créez aussi des jeux? On a créé des jeux. On a créé des jeux nouveaux. Dans le traditionnel, mais on en crée aussi encore un peu. Tout à fait, exactement. Et pas que nous, d'ailleurs, les enfants des écoles aussi, parce qu'on a fait travailler les enfants des écoles et ils nous créent des jeux. C'est absolument extraordinaire qu'on met en place après dans le parc ici. Donc c'est quelque chose de très vivant, effectivement. En travaillant aussi, en se documentant sur ces jeux traditionnels, dans le monde entier, on va dire, parce que c'est quelque chose qui existe dans le monde entier, bien sûr, on s'est rendu compte que la Bretagne était particulièrement riche en jeux.
en jeu et en sport traditionnel. Super, on en compte plus de 140. Ok, donc il y a encore des endroits ici, hein, on peut encore créer des choses. Exactement. Quoi. Et on en a d'ailleurs découvert il y a très peu de temps encore, tu vois. Donc, on peut venir vous voir quand ici, à Monterfil? Alors, dans ce parc de loisirs, donc... dédié aux jeux bretons, qui s'appelle le Carouge, il faut quand même le préciser, le Carouge. C'est vrai, on n'a pas des... Alors, entre parenthèses, et je répondrai à ta question après, le Carouge, ça veut dire le carrefour, en gallo. D'accord. Et parce qu'on est quand même en territoire gallo ici. Oui. On prêche comme ça, comme on dit. Exactement. Et donc, ce Carouge est ouvert pour les groupes tout le temps. Toute l'année, sauf le lundi, parce que comme nous avons des salariés, le lundi, c'est jour de congé. Les entreprises nous demandent, par exemple, pour de la cohésion de groupe, pour la cohésion d'équipe, on a des jeux de force ou des jeux de cohésion, disons, comme le tir à la corde, qui est un pur exemple de jeu de cohésion, donc qui intéresse justement les entreprises. Et alors là, c'est quand? Parce que du coup, tu nous as pas dit, tu nous as dit qui peut venir. Alors ça on peut venir en groupe, disons, toute l'année. D'accord. Après, mais en famille, pour le coup. Et en famille, et quand on veut venir de manière spontanée, on va dire, c'est le samedi et le dimanche, entre avril et octobre, et toutes les vacances. Bon, ça marche. Bon, ben écoute, Dominique, je crois qu'on a bien compris qu'on peut venir ici à Monterfil, venir rencontrer les passionnés du jeu breton. Nous, on va essayer quelques petits jeux, tu vas me montrer, et comme ça, on mettra ça dedans. Merci beaucoup, Dominique. Avec bonne journée. plaisir. Au revoir tout le monde, à bientôt. Merci Billy, merci Dominique. Voilà une belle idée de sortie. Oui. Nous, nous sommes... Avec en famille. En famille, oui, exactement. Une très belle idée de sortie, en plein air et en famille. On va maintenant parler de bioplastique avec vous, Virginie. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est vraiment si fantastique que ça ou pas? Le bioplastique. Alors d'abord, pourquoi on en parle? Eh bien parce que avec différentes lois, le plastique 100% issu de la pétrochimie a tendance à reculer. On peut citer la loi de transition écologique et pour la croissance verte et la loi Egalim qui fait que depuis par exemple janvier 2017, il n'y a plus dans les supermarchés ces anciens sacs de fruits et légumes emballages qui au fur et à mesure ont été remplacés. Et on peut aussi citer pour cette année et pour l'année prochaine une directive de l'Union européenne, une fois qu'elle sera transcrite dans le droit français, eh bien, il y a pas mal de plastiques à usage unique qui vont disparaître à la vente et chez nous. Donc les cotons-tiges, les couverts plastiques à usage unique, les pots de glace également. Et puis les pailles, là, ça a vraiment très très bien commencé dans tous les commerces qui s'y sont mis, plus de pailles plastiques. Alors pour autant, on peut encore trouver des sacs plastiques lorsque l'on va dans le supermarché et que l'on met ses fruits et légumes dedans. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que certains plastiques, comme les bioplastiques, demeurent autorisés, même s'ils sont à usage unique. Alors pourquoi ils sont autorisés? Eh bien, soit parce que ce sont des bioplastiques qui sont biodégradables, ou bien ils sont biosourcés. Alors on verra ensuite. Ces sacs tout fins. Ce sont des sacs très fins et qui sont pas très transparents finalement. Et les sacs biosourcés sont issus notamment de matières végétales. On peut citer par exemple l'amidon de maïs. Donc il y a différentes manières de faire du plastique. Alors le marché du bioplastique aujourd'hui, ça reste de très très petits volumes, puisque sur 335 millions de tonnes de plastique produits en France, il y a seulement moins de 1% qui sont des bioplastiques. Ça représente en France à peu près 20 000 tonnes, juste pour les sacs de fruits et légumes bioplastiques que l'on trouve aujourd'hui dans les supermarchés. Alors c'était le numéro 20 du magazine Sans Transition. Voilà, il reste quelques exemplaires en kiosque, sachant que le nouveau magazine vient également de paraître. Voilà, donc j'ai vu que vous l'aviez, Laurence. On l'a reçu ce matin. Voilà. Alors dans ce numéro, donc c'est la journaliste Anaïs Maréchal, qui est une journaliste scientifique, qui s'est posé la question: est-ce que le bioplastique finalement c'est fantastique? Alors elle a trouvé 3 écueils à ce bioplastique. La première chose, c'est dans la définition. Lorsqu'on parle de bioplastique, ce n'est pas forcément évident pour le consommateur de savoir ce que l'on met derrière. Alors on va mettre soit, on le disait tout à l'heure, des plastiques qui sont biodégradables ou bien des plastiques qui sont biosourcés. La définition d'un plastique qui est biosourcé, c'est qu'il contient au minimum 40% de matière végétale. Ce qui veut dire que le reste, on peut monter jusqu'à 60% de matière qui reste issue de la pétrochimie. Et le souci avec ces sacs, c'est qu'une fois qu'ils sont dans l'environnement, eh bien, ils ne vont pas se dégrader de manière naturelle. Et cette question d'avoir les microplastiques qui demeurent dans l'environnement un peu partout et qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire et puis, in fine, dans les océans, eh bien, le problème demeure. Alors, on a les sacs bioplastiques, les bioplastiques qui, eux, sont biodégradables. Alors, est-ce qu'on travaille en Bretagne sur ce sujet-là?
Alors, est-ce qu'on travaille en Bretagne sur le sujet? Il y a plusieurs. Alors, sur le biodégradable, soit on va avoir des plastiques biodégradables naturellement. Donc là, il y a des personnes qui travaillent en Bretagne ou ceux qui sont compostables. Hein. Donc, mais là, c'est pareil. Il y a des labels qui existent, mais qui sont encore rares. On va pouvoir en Bretagne voir des chercheurs qui travaillent dans l'université Bretagne Sud. Le défi qu'ils ont relevé, eux, c'est par rapport aux caisses de poissons qui servent à transporter les poissons dans les bateaux. Et ces caisses sont la plupart du temps en polystyrène, ce qui est extrêmement polluant. Le polystyrène tombe à l'eau, commence à se désagréger, libère toutes ces petites billes de polystyrène et sont vraiment néfastes pour la vie marine. Donc eux travaillent dessus. Ils ne livrent pas du tout le secret de la recette. Il y a 5-6 exemples dans le magazine de bioplastiques qui sont en train d'être fabriqués. Dont certains même avec des protéines de lait. Donc voilà, ça peut être vraiment très, très varié. Et là, en l'occurrence, pour la Bretagne, secret total sur la manière dont ils sont fabriqués. En tous les cas, ce qu'ils promettent, ce sont des bioplastiques qui peuvent se dégrader en moins d'1 an dans l'océan et vraiment sans laisser de traces. Mais le chercheur le rappelle, l'intérêt, ce n'est pas de produire des bioplastiques et des caisses de poissons qui vont terminer dans l'océan. L'idée, c'est évidemment de les réutiliser. Et l'idée, c'est évidemment de réduire ces déchets plastiques et notamment en terminer très vite avec ceux qui sont à usage unique. Vous voyez, Annie, il y a des possibilités pour vos poireaux, pour protéger vos poireaux, peut-être de manière plus écologique. Parce que pour le moment, on emmène ça à la déchetterie, alors c'est pas top. Il va falloir voir tout ça quand même. Mais il y a des choses qui se passent en Bretagne. On innove. Il faut limiter le maximum. Exactement. On va continuer à parler d'environnement. On va retrouver notre ami Jonathan. Il va nous expliquer aujourd'hui comment fabriquer une peinture maison et naturelle. Bonjour, je m'appelle Julien. Bonjour, je m'appelle Rada. Bonjour, je m'appelle Lucie. On vient dans la maison des experts pour découvrir comment faire une peinture maison et naturelle. Et pour ça, on va rencontrer Jonathan. Bonjour Lucie, Julien, Rada. Bonjour. Les peintures synthétiques qu'on achète dans le commerce pour peindre dans la maison sont composées de substances toxiques. Pour les remplacer, on va fabriquer ensemble une peinture suédoise, maison, naturelle et biodégradable pour peindre et protéger les surfaces en bois de la maison. Ça vous dit? C'est génial. Pour fabriquer 1 litre de peinture suédoise écologique, on va utiliser pour ça que des ingrédients naturels. En commençant par verser 200 ml d'eau dans une casserole. On va mettre toute la farine, donc là on a 100 g de farine de blé. Tu vas mélanger comme si tu faisais des crêpes. L'idée c'est vraiment d'avoir une pâte qui soit bien homogène et on va maintenant pouvoir verser les 800 ml qui restent dans la casserole. Maintenant qu'on a réalisé la base de cette colle végétale, on va faire chauffer pendant 15 minutes. Une fois que la farine a bien cuit, on va pouvoir colorer notre peinture en ajoutant un pigment naturel qui est spécifiquement dédié à la peinture. On va en ajouter 200 g dans notre mélange. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs naturelles qu'on peut ajouter? Alors, tout à fait. Par exemple, si tu veux obtenir du vert, on va pouvoir utiliser du pigment à base d'olive. Si tu veux du blanc, tu peux utiliser du blanc de meudon. Et comme pour la farine, on va faire chauffer nos pigments pendant 15 minutes à feu doux et on va bien remuer comme tu le fais pour éviter que les pigments collent au fond de la casserole. On va maintenant ajouter une propriété essentielle pour notre peinture, 100 ml d'huile de lin. C'est ce qui va servir à protéger le bois. On va maintenant faire chauffer l'huile de lin pendant 15 minutes à feu doux, tout en remuant régulièrement. On va ajouter le dernier ingrédient naturel, le savon noir, et on va en mettre 20 ml. Le savon noir va permettre de favoriser l'émulsion de la peinture. On va terminer en remuant tout notre mélange de peinture et on va laisser refroidir pendant 30 minutes. Maintenant, on va passer à la mise en application. On va la tester, cette peinture. Et on va pouvoir couvrir alors notre petit nichoir en bois et notre plateau. Ça recouvre vraiment très bien. On a terminé de peindre. Il faut savoir que cette peinture écologique qui est totalement naturelle, elle est aussi économique parce qu'avec 1 litre de cette peinture, on peut couvrir 3 mètres carrés de surface pour moins de 5 €. C'est super, merci. Je pensais pas que c'était aussi facile à faire et c'est un super rendu aussi.
résume. Pour fabriquer sa peinture maison et naturelle. Mélangez 100 g de farine dans 1 litre d'eau dans une casserole. Faites chauffer pendant 15 minutes à feu doux. Ajoutez 200 g de pigments naturels, puis faites chauffer pendant 15 minutes à feu doux en remuant bien pour éviter que les pigments collent au fond de la casserole. Versez 100 ml d'huile de lin pour protéger le bois, puis faites chauffer le mélange pendant 15 minutes. Ajoutez 20 ml de savon noir pour avoir un mélange homogène et laissez reposer pendant 30 minutes. Et voilà, vous avez toutes les astuces pour fabriquer votre peinture maison et écologique. Et ben voilà, encore une astuce. Ça donne faim, ça se mange pas. Non, ça se mange pas. C'est pas fondre avec béchamel. Je ne vous conseille pas, non. Agathe, avec vous, on va voir un petit peu quelques idées justement pour nos menus de la semaine prochaine. Oui. Alors commençons par le lundi, allez hop. Donc pour le lundi, je vous propose une salade aux 2 choux, carottes, grenades et noix. Donc c'est une salade qui est de saison, qui est végétarienne et qui est croquante puisqu'on va utiliser le chou rouge, le chou blanc et la carotte crue. On ajoute avec ça des petits grains de grenade qui vont avoir une touche légèrement acidulée quand on va croquer dessus. Et puis on peut assaisonner ça avec de l'huile de noix et du vinaigre de cidre. Petite astuce, si vous n'avez pas de grenade, vous pouvez faire des petits dés de pommes. Ça ira aussi très bien dans la salade. Bonne idée. Pour le dessert. Pour le dessert, on va rester dans le végétarien, même végétalien, avec des petites crèmes chocolat fève tonka. Donc végétalien, puisque ce sont des crèmes sans œufs ni produits laitiers. J'ai utilisé en fait du tofu soyeux. C'est quelque chose qu'on peut trouver facilement au rayon frais dans les magasins bio ou en grande surface. Donc elle a seulement 4 ingrédients, cette crème. Il y a donc du chocolat, du tofu soyeux, un peu de lait végétal et de la fève tonka. C'est une fève qui vient du Brésil. Au niveau des arômes, c'est assez difficile à décrire, c'est assez complexe comme arôme, mais ça se marie très très bien dans la pâtisserie avec le chocolat notamment. Donc, Stéphane Gallon confirme. Un goût, ça s'approche de l'amande amère. Ouais, c'est vrai. Ça, le petit goût d'amande amère, ça fait partie des parfums qu'on appelle chauds. Oui. C'est-à-dire quelque chose de très enrobant, très rassurant quand vous... Sur des poissons aussi, ça marche très bien. Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le réchauffement climatique, Annie, vous pourrez bientôt produire du cacao et de la fève tonka, peut-être. Il va en falloir un peu de réchauffement. Là, je crois, on va attendre. Pas trop, hein, si c'est possible. Des vignes par chez nous. Donc, Alors, poursuivons. Le mardi. Le mardi, des moules gratinés aux oignons et au cidre. Donc, c'est encore la saison des moules de Bouchot, à peu près jusqu'au mois de février. Donc, on peut encore continuer d'en trouver sur nos étals. Pour cette recette, il va y avoir 2 cuissons. La première, elle va se faire à la marmite. C'est à ce moment-là qu'on va faire la sauce au cidre. Ensuite, on va conserver. Donc, on prend les moules, on va les décortiquer et garder la partie avec la chair. On met toutes ces moules les unes à côté des autres sur une plaque de four. On va mettre notre jus de cidre sur les moules et on fait gratiner ça quelques minutes au four. C'est vraiment excellent. Ça doit être bon, ça. Et en dessert ? Et en dessert, un smoothie aux fruits d'hiver. Donc ici, c'est une recette qui est déclinable avec tous les fruits de saison. Par exemple, on peut se faire un smoothie kiwi, banane, orange. Vous le savez, on peut aussi mettre des légumes dans nos smoothies. Donc par exemple, de la carotte ou du choucal. On peut aussi mettre, bien sûr, nos fruits d'été qu'on aura congelés. Ça va apporter une petite texture un peu plus veloutée à notre smoothie. Donc, plein de possibilités. À tester. Pour le mercredi, vous vous êtes attaché justement à nos fameux légumes anciens. J'ai fait un velouté à la sucrine du Berry. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, mais je ne cultive pas. Non, c'est une sorte de courge. Une variété ancienne de courge musquée. J'ai mis aussi dans mon velouté du panais et de la carotte violette. Donc là, la carotte violette, elle va évidemment colorer notre soupe. Bah oui. Mais là, c'est le but. Il faut que tout cuise en même temps. Donc, on dirait la peinture de Jonathan. Ouais, qui donnait faim. Oui. Ça fait couleur chocolat. Ça fait une soupe un peu marron, donc c'est surprenant. Et on peut servir ça avec une cuillère à soupe de chèvre frais. Ça ira très bien, ou un petit peu de crème fraîche. Et en dessert, alors. En dessert, donc là, c'est la fameuse chose que je vous ai rapportée. J'ai fait un moelleux au tourteau de noisettes. Donc, je vais vous faire sentir. Fallait pas le dire, fallait le faire deviner à Stéphane. Mais par contre, vous ne savez pas forcément comment c'est fabriqué. Oui. Alors, expliquez-nous, parce que Stéphane, même Stéphane, il demandait un peu ce que c'était. Il avait trouvé la noisette tout de suite.
Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il avait dit au début? Au début, parce que c'était un substitut de café au début. Un peu torréfié. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, tourteau de noisettes. En fait, je ne connaissais pas non plus. En fait, à Noël, on m'a offert des produits gourmands, dont ce tourteau de noisettes. En fait, c'est sur le paquet, c'est écrit farine de tourteau de noisettes. Donc, c'est quelque chose qui est produit par une huilerie dans la Vienne. Et donc, en fait, cette huilerie va faire de l'huile de noisette. Et voilà, c'est exactement le résidu de pressage. Une fois qu'on a pressé les noisettes, il va rester une chair qu'on va faire sécher et qu'on va réduire en poudre. Ça fait une farine qu'on peut utiliser dans la pâtisserie, dans la cuisine. Donc moi, j'ai fait une recette de moelleux classique et j'ai mis à peu près 80 grammes de cette farine-là. Et voilà, ça donne vraiment un goût intense de noisettes. Je pense qu'on peut aussi l'utiliser dans la cuisine pour l'instant. Oui, c'est très prononcé. Moi, je vois bien ça justement avec un petit panais rôti, juste braisé qu'on arrose avec un bouillon et puis on finit avec ça sur un petit coup de salamandre pour gratiner. C'est une belle idée. Petite touche comme ça. Et je pense qu'on peut en trouver en Bretagne dans les huileries qui font de l'huile de noisette ou de l'huile de noix. Une petite pensée pour nos téléspectateurs qui vont manger des pâtes ce midi après avoir vu cette émission. Ça donne des idées. Ça donne des temps, il est important d'aller dans le jardin du voisin. Au moins l'idée là, elle est plantée. Oui, elle est plantée, exactement. On passe au jeudi. Alors, on a une blanquette le jeudi. Et oui, c'est vrai qu'en plus, j'ai parlé de mon dessert du jeudi, c'est pas grave. Donc, une blanquette de boudin blanc aux champignons. Donc là, c'est une recette qui s'apparente à la blanquette de veau, mais on va remplacer par du boudin blanc de volaille. On peut rajouter des champignons, des oignons, également un peu de blanc de poireau et des carottes. Et puis moi, je conseille de servir ça avec des tagliatelles fraîches, par exemple, ou des pâtes, pour que justement la sauce de la blanquette vienne vraiment s'enrober autour des pâtes. D'accord. On sera sur des gaufres en dessert, hein, c'est ça? Du coup, j'ai switché donc pour le dessert des gaufres qu'on va faire avec on va les garnir avec un petit peu de fromage frais, de la faisselle, par exemple. On parsème d'un petit peu de sucre glace, des petits dés de fruits ou des fruits rouges congelés, là aussi. Ça sera excellent. Parfait. Allez, vendredi, il nous reste 20 secondes, donc on va juste donner le nom des plats. De chèvre frais, poire et noix avec une bonne tranche de pain au levain. Et puis pour le dessert, des biscuits chocolat et fleur de sel avec du chocolat noir pâtissier, de la fleur de sel quand on va croquer dessus. Ça sera excellent. Mais c'est de la torture. Vous avez mis l'eau à la bouche. Merci beaucoup à tous. Effectivement, il reste juste que ça à dire. On vous retrouverez toutes les recettes d'Agathe sur notre page Facebook. Ensemble, c'est mieux, France 3 Bretagne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, les amis. Merci beaucoup d'avoir mis en avant tous ces beaux produits. On se retrouve demain à 10h45. On vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne. À demain. Kenavo.